les étudiants, euh, lorsque nous, on était au campus, on était des gens révoltés dans l'âme. On était des gens révoltés dans l'âme. Et vous savez, ceux qui font progresser le monde, ce ne sont pas ceux qui dorment tranquillement dans leur chambre, c'est ceux qui contestent. C'est ceux qui ne sont jamais d'accord, ceux qui remettent en cause, c'est ceux qui font avancer le monde. De façon cynique, il y a des gens qui vous diront, comme dans la théorie de Jean Bodin, il y a la théorie de Jean Bodin qui dit qu'il y a de richesses que d'hommes sur la terre, mais il y a une autre théorie d'un économiste dont j'oublie le nom, qui dit que la guerre sert à régulariser la population mondiale. Et vous savez que c'est pendant les guerres et les crises que le monde évolue en termes de recherche. En termes de la Covid, par exemple, il y a eu beaucoup de morts, mais ça a permis à la science d'évoluer. Les guerres ont permis au monde entier de faire beaucoup de recherches. Donc, c'est à la fois une mauvaise chose, mais à partir de la mauvaise chose, on tire les leçons et on avance. Donc, quand on était au campus, on était des contestataires permanents. On n'a jamais laissé du temps à qui que ce soit pour piétiner nos droits. Aujourd'hui, peut-être que nous, on était au campus à 19 ans, à 20 ans pour certains, à 22 ans pour d'autres. Aujourd'hui, vous êtes relativement plus jeunes. Il y a nos petits frères qui ont le bac à 16 ans, à 17 ans, et qui ne pensent pas à ce que l'avenir les réserve. Il y a le taux de je ne sais pas s'il faut appeler ça déscolarisation, mais le taux d'abandon aujourd'hui à l'université est énorme. Et je voudrais inviter les autorités universitaires à nous dire combien d'étudiants abandonnent, parce que ces statistiques sont intéressantes pour que nous ayons une idée sur ce qui se passe dans notre société. Combien d'étudiants abandonnent l'université au bout de la première année, au bout de la deuxième année, au bout de la troisième année et au bout de la quatrième année? Combien d'étudiants abandonnent? Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'étudiants qui abandonnent. Faute de moyens, faute de soutien, ou parfois parce que le système n'est pas bon, le fameux LMD, on ne sait pas, les gens qui passent 3 ans sans avoir un seul diplôme. Donc, vous les étudiants, ceux qui sont nés en 2005, vous avez aujourd'hui 20 ans. Faure Gnassingbé a pris 20 ans de votre vie à ne rien faire. Faure Gnassingbé a pris 20 ans de votre vie à ne rien faire. Quand nous étions au lycée, nos professeurs nous disaient non, dès qu'on va arriver à l'université, non, l'université c'est le paradis. On était tellement contents. En fait, ils nous poussaient à bien travailler. Ils nous poussaient à bien travailler. Donc, ils nous disaient l'université, non, on a tout. On aura la bourse, on aura les restaurants, on aura tous les avantages. Et donc, on était tellement contents. Mais c'était des stimulants. Vous voyez, c'était une manière de nous encourager à travailler. Dès que nous sommes arrivés à l'université, en 1996, mais on est arrivé dans la galère. Et dès que nous sommes arrivés à l'université, on a commencé par lancer les cailloux. Et les militaires qu'on a envoyés à l'époque pour nous frapper, les gendarmes et tout ça, ils ont dit, même entre eux, que mais ces gens-là viennent d'où? Parce qu'on était tellement violents. Donc, on s'est battu pour nos droits. On s'est battu. On s'est battu pour qu'on construise les amphithéâtres. On s'est battu pour qu'on améliore les conditions. Vous savez, à l'époque, on venait déverser les vidanges de WC à l'université. Au vidé la gazé, gazé koto, campus on va déverser les vidanges des WC là. C'est sur le campus qu'on venait déverser ça. Vous voyez le campus nord là, derrière comment on appelle ça, le CHU campus. C'est là-bas qu'on venait déverser les vidanges des WC. Nous sommes dans l'amphi comme ça, et puis les voitures déversent le caca à l'université et le vent emporte l'odeur dans les amphithéâtres. C'est avec les cailloux qu'on a arrêté ça. On a fait des mouvements pour arrêter ça. On a fait des grèves, on a fait des trucs pour arrêter ça. Et donc, tout ce travail qu'on a eu à faire
C'est ça qui vous permet aujourd'hui d'étudier en partie dans des bonnes conditions, si les conditions sont bonnes. Mais je parie que les conditions ne sont pas bonnes. Donc, quand on est à l'université, on est déjà dans la vie active. On apprend toutes les théories économiques, philosophiques, on apprend à se prendre en charge. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés et voir votre jeunesse être consumée par une gouvernance qui ne vous apporte absolument rien du tout. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas le faire. Et moi particulièrement, il y a d'autres camarades qui peuvent témoigner, il y a plein de camarades qui peuvent témoigner. On ne blaguait pas. On ne blaguait pas avec les activistes du régime à l'époque, les gens du RPT, il y avait des gens dans les cités, tout ça. Je me rappelle un jour, on avait un maquis qui n'était pas très loin du campus universitaire, là où on restait la nuit pour préparer nos mouvements le lendemain et tout ça. Et on vous a informé, on a nos éléments de renseignement dans les cités qui nous ont informé qu'à la cité B là-bas, il y avait des miliciens qui étaient en train de se préparer pour nous attaquer le lendemain. Et comme dans notre groupe, il y avait plusieurs qui s'essayaient aux arts martiaux, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris nos kimonos. Pour vous dire que nous, on a peur de rien, il était 23h et quelques, on a pris nos kimonos. Chacun a porté son kimono. Et puis, on a traversé la brousse. Depuis l'Oméga, là-bas, on a traversé la brousse. C'était la brousse à l'époque. Avec nos kimonos. Et on est arrivé, on est monté à l'étage comment on appelle ça, de la cité B là-bas. Les gars de RPT là, les étudiants, ils ont failli sauter par l'étage. Et ils ont fui. On est arrivé en kimono. On voulait les corriger. Vous voyez? Parce qu'à l'époque, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui au campus, les gens de taekwondo, ils s'entraînaient au campus nord. Ceux qui faisaient le Shotokan, comme nous, on s'entraînait au campus sud. Il y a une petite salle culturelle entre les deux cités, la cité B, la cité C. C'est là-bas où nous on s'entraînait. Et il y a ceux qui s'entraînaient au campus nord. Et donc, dans notre groupe qu'on appelait état-major à l'époque, il y avait des gens qui étaient des karatékas. Donc, on a porté nos kimonos et on est arrivé. Et ils ont fui. Parce que c'est des gens qui ne sont jamais courageux. Ils ne sont courageux que quand ils voient les militaires. Quand les militaires viennent, c'est les militaires qui leur servent de couverture. Mais dans la vie normale, ils ne sont pas courageux. Quand vous les voyez en face, vous pouvez les tabasser facilement. Donc, cette nuit-là, on est sortis. On était quoi? On était 7 ou 8. Chacun dans son kimono. Quand on est arrivé, ils ont fui. Donc, pour vous dire que l'université, c'est la plus belle période de votre vie. Ce que je vous dis là, c'est très passionnant. Ça nous a formés. Ça nous a appris beaucoup de choses. Ça nous a envoyés dans un monde où on s'est auto-formé. On s'est auto-formé. Comment résister à la corruption, comment tenir debout, comment rester solide dans la tête. On s'est formé toute notre vie. Et donc, vous avez le plus bon moment de votre vie. Est-ce que c'est normal, vous les étudiants, que Faure Gnassingbé, qui est un président jeune, soit votre voisin à Lomé 2 là-bas, et depuis 20 ans, il n'a jamais mis pied à l'université? Vous trouvez normal que Faure Gnassingbé soit à côté de vous là-bas, dans la caisse? Et depuis 20 ans, il n'a jamais mis pied à l'université pour regarder les conditions dans lesquelles vous étudiez. Quel est l'état des amphithéâtres? Quel est l'état du restaurant? Est-ce que vous avez un dispensaire? Est-ce que vous avez un centre de santé? Est-ce que vous avez un centre culturel? Et même engager une discussion, séance tenante avec le corps professoral et les étudiants pour leur poser la question, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que Faure Gnassingbé, c'est la route, le boulevard Eyadema qui sépare le campus de la résidence de Faure Gnassingbé. C'est la route qui vous sépare. Vous êtes des voisins. Est-ce qu'il a une fois mis le pied sur le campus universitaire pour discuter avec les étudiants? Vous êtes la relève de demain. Pour vous poser des questions. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez des bourses? Est-ce que vous avez des stages? Est-ce que vous avez des difficultés? Dans quelles conditions vous étudiez? Et donc, nos jeunes frères étudiants, vous devez vous réveiller. Parce que le combat qui est en train d'être fait aujourd'hui par les Togolais, que ce soit les Togolais de l'intérieur, les Togolais de la diaspora, c'est aussi votre combat. C'est pour vous que les gens se battent. Si demain le Togo, les conditions s'améliorent, vous aurez de bonnes bourses, vous aurez du bon boulot, vous travaillerez dans les sociétés, vous aurez des bourses pour partir pour aller étudier à l'extérieur. C'est pour vous que tous ces gens-là se battent.
Donc, vous devez prendre conscience. Parce que l'université que vous êtes en train de faire, si vous avez le bac à 18 ans, au bout de 4 ans, vous avez une maîtrise. Ou vous avez, je ne sais pas quoi, vous avez une maîtrise ou bien un master. Mais vous avez un master, vous retournez dormir chez vos parents à la maison parce qu'il n'y a pas de boulot dans le pays. Ce n'est pas acceptable. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Brisez le mur de la peur. Réveillez-vous. Sachez que l'avenir du pays se joue aujourd'hui et vous devez jouer votre partition. Donc, les étudiants, moi je vous interpelle pour que vous sortiez de vos gamineries. Parce qu'aujourd'hui, il y a Internet, tout le monde a un petit téléphone dans la main. Ah oui, je vais rester sur TikTok pour draguer les filles. Je vais aller manger un shawarma. Je vais aller dans un cafétéria pour manger spaghetti chez Diallo, tout ça là. On ne construit pas un avenir avec ça. On ne construit pas un avenir avec ça. L'avenir du pays, ce sont les étudiants. En 67, c'est les étudiants qui ont mis en difficulté De Gaulle en France. En Côte d'Ivoire, la FESI est une redoutable association estudiantine qui a mis en difficulté tous les pouvoirs qui se sont succédés. Donc, vous avez votre partition à jouer dans cette lutte-là. Et moi, je continue de vous lancer un appel parce que j'ai beaucoup d'étudiants dans mon inbox. Il y a beaucoup d'étudiants qui m'écrivent, qui me demandent, il faut nous soutenir, on a besoin de ci, et grand frère, est-ce que vous pouvez nous aider? On a besoin d'ordinateurs, on a besoin de ci, on veut soutenir nos mémoires, tout ça. Mais si vous ne voulez pas vous battre, comment on peut vous aider? Si vous ne voulez pas vous battre, comment on peut vous aider? Comment nous on fait pour vous aider si vous ne voulez pas vous battre? Ce n'est pas normal. Donc, revoyez dans les associations, si le régime a mis ses obligés dans les associations, faites des assemblées générales, destituez-les, prenez les associations, lancez des mots d'ordre pour revendiquer vos bourses, pour revendiquer les bus, pour revendiquer, je ne sais pas, le restaurant, pour revendiquer les logements. Donc, il est temps que vous vous réveillez. Et vous voyez aujourd'hui les dégâts de l'Internet. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans le système de Uber, notamment les GoZem et tout ça, le chiffre d'affaires est en train de tomber. Aujourd'hui, pour commander un taxi, vous ne pouvez pas digitaliser l'économie et priver les citoyens de connexion. Aujourd'hui, tous ceux qui vivent de l'Internet, tous ceux qui sont dans les startups comme les GoZem, tout ça, leur chiffre d'affaires est en train de chuter de façon vertigineuse. Ceux qui sont à Lomé peuvent témoigner. Si vous commandez aujourd'hui, c'est difficile aujourd'hui de commander un taxi sur Internet. De commander un GoZem, de commander, je ne sais pas, à part GoZem, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore dans le pays, mais de commander un taxi sur Internet. Et c'est des gens qui emploient. Ce sont des sociétés qui emploient des gens. Voilà. Je ne sais pas si Yango travaille, mais GoZem, tout ça, c'est difficile aujourd'hui. Donc, les étudiants, je pense que j'ai suffisamment parlé de vous. Maintenant, nos frères militaires, civils vous étiez, civils vous serez après votre carrière militaire. Je pense que, autant que nous sommes, tous les Togolais aujourd'hui essayent de vous lancer un appel. Non pas un appel à la révolte, non pas un appel à la sédition, mais les gens sont en train d'interpeller votre conscience de militaires. Parce que vous vivez dans la même société que nous. Vous vivez les mêmes réalités que nous. Joseph Kizerbo disait dans son livre, Demain l'Afrique, je pense que c'est le titre du livre, que l'armée ne peut pas être un kyste dans la société. Vous connaissez ce qu'on appelle kyste. C'est un... je ne sais pas comment dire ça. Sur le plan de la santé, je pense que c'est un virus, je ne sais pas quoi. Bon, en tout cas, c'est un microbe, c'est une tumeur, voilà, un ver, une tumeur qui gangrène la société. Vous ne pouvez pas être un kyste au cœur de la société. C'est Joseph Kizerbo qui disait ça. Joseph Kizerbo est un historien de très grande renommée qui disait ça. Donc, l'armée émane du peuple.
Et l'armée doit être aux côtés du peuple quand le peuple est en difficulté. Aujourd'hui, le peuple togolais vous interpelle en vous disant le pays va très mal. Le pays est en train de se désintégrer. Le pays est dans une situation totalement grave. Et le peuple fait sa part. Les Togolais avec les mains vides, les civils avec les mains vides, ils protestent, ils manifestent, ils ne sont pas d'accord. Mais vous, les militaires, en tout cas une catégorie de l'armée, vous êtes les derniers remparts, vous êtes le dernier maillon qui continue d'entretenir cette dictature. Alors, les Togolais vous demandent de lever un peu le pied. Les Togolais ne vous disent pas d'aller arrêter Faure Gnassingbé. Les Togolais ne vous disent pas d'aller renverser Faure Gnassingbé. Mais les Togolais disent, quand nous sortons dans la rue, arrêtez de nous tuer, arrêtez de nous frapper, arrêtez de nous torturer, arrêtez de nous assassiner pour faire plaisir à un homme, à un clan, à une famille, à une mafia. Arrêtez de nous tuer pour le plaisir d'un homme. Parce que, quoi qu'on dise, vous vivez la même situation que nous. Regardez tous vos confrères, vos collègues qui sont en prison. Dans la dernière période, on nous a dit qu'il y a plus de 500 déserteurs, mais selon les chiffres, il y a plus de 1000 déserteurs. On parle même de 1200. Et ça devient même un phénomène inquiétant dans l'armée. Sans compter tout ce qu'on envoie en prison. Je vous ai dit qu'en début de semaine, on a déversé encore quelques dizaines de militaires en prison pour question de désertion. Et les parents, vos parents sont, je ne sais pas, vos parents sont traumatisés, ils sont perdus. Ils ne savent pas qui aller demander pardon pour qu'on règle vos problèmes. Donc, vous les militaires, vous devez être du côté du peuple. Vous devez arrêter de tuer les Togolais pour faire plaisir à Faure Gnassingbé. Vous devez arrêter d'assassiner les gens pour faire plaisir à Faure Gnassingbé. C'est une interpellation de votre conscience. Mais si vous ne le faites pas, vous en payerez le prix. En tout cas, ceux qui parmi vous se livrent à des actes de torture, à des assassinats, vous en payerez le prix, quelle que soit la durée. Tout comme les milices. Aujourd'hui, le monde a changé. Les lois ont changé. Les législations ont changé. Où que vous soyez, ou demain, là où vous allez vous cacher, les gens viendront vous chercher. Donc, le directeur de la gendarmerie, si la gendarmerie sort dans les rues pour tabasser les Togolais, pour tuer, pour torturer, hiérarchiquement, tu es responsable. Et demain, tu vas répondre. Parce que dans l'armée, les ordres sont verticales. Le directeur général du SCRIC, c'est sous votre autorité qu'on torture les gens, qu'on enlève les jeunes, qu'on enlève les activistes. Tout ce qu'on enlève dans les rues, qu'on torture dans les locaux de ton service, hiérarchiquement, demain tu seras responsable. Tu vas répondre. Et vous croyez que c'est de la blague, mais ça va vous rattraper. C'est d'ici demain, ça va vous rattraper. Vous serez surpris. Parce que les témoignages sont là, les documentations sont là. Il a fallu qu'on cite le nom de ce monsieur qui a participé à Mbala ou Mbalé, là, je ne sais pas comment on l'appelle, qui a participé à torturer Amron, que moi j'ai reçu énormément de témoignages sur ce monsieur. Des gens même qu'il a participé à assassiner. Dans des affaires carrément même civiles, qui ne sont même pas des affaires militaires, des affaires politiques, des affaires civiles. Torturer des gens jusqu'à mort. J'ai reçu plein de témoignages. Donc ces gens-là, les témoins qui sont vivants, les organisations des droits de l'homme, ça va les rattraper demain. Lui, il a déjà torturé, il a oublié. Mais demain, quand il sera devant un tribunal, en face de sa victime, il se rappellera que vraiment celui-là est passé dans mes mains. Non, ils n'iront pas à la CPI. Parce que la CPI, c'est une procédure trop longue. Et puis la CPI, c'est la prison des Blancs. Ils vont avoir climatiseur, ils vont bien manger, ils auront de bons repas, ils seront bien entretenus. Non, ils vont purger leur peine au Togo. À Zitimé, à Kazaboua, à la prison de Mango, à la prison de Thiévier, à la prison de Vaughan, là où ils ont amené à Fekchio, à la prison de Palimé. Ce pays, ce n'est pas une prison, c'est un hôtel. Ce pays, c'est un hôtel. Prison des Blancs, c'est un hôtel. Surtout en Suède. Mais eux, c'est au Togo qu'ils vont faire la prison. Et ça va les rattraper. Donc, vous avez intérêt, vous êtes des officiers, vous avez été à l'école des officiers, vous avez fait des cours d'état-major, vous avez fait les écoles de guerre,
Vous avez des notions de droits de l'homme. Faites très attention. Le responsable de anti-gang, si tes éléments sortent et tuent les gens, si tes éléments torturent à l'intérieur de anti-gang, c'est toi le premier responsable. C'est toi qui vas répondre. Le directeur général de la police nationale, quand on torture les gens à la DCPJ, quand on torture les gens à la BRI, quand on torture les gens dans quelle unité encore, je ne sais, c'est le directeur général de la police au moment des faits qui va répondre demain hiérarchiquement. Vous allez répondre. Le ministre de la Sécurité, M. Madjourouba, quand les milices sortent avec les machettes, les gourdins, les fusils à pompe pour tirer sur les gens, c'est documenté. Vous êtes le ministre de la Sécurité et vous ne faites rien pour arrêter ce phénomène-là. Demain, vous répondrez de vos actes. D'ailleurs, vous avez fait la France. Vos enfants sont en France. Ils ont la nationalité française. Votre épouse est en France. Vous avez une résidence en France. Vous allez répondre. Donc, autant que vous êtes les militaires qu'on fait venir de Kara, à qui on promet 10 000 francs, ou 5 000 francs par jour pour venir réprimer à Lomé, les bérets rouges, tous les militaires qu'on fait venir de Kwewa, faites appel à votre conscience. Faites appel à vous-même, votre humanité, avant de descendre à Lomé avec les cordelettes, avec je ne sais quoi pour venir frapper les gens. Donc, nos frères soldats, nous sommes tous dans le même combat. Si le Togo s'améliore demain, si le Togo change demain, il changera pour nous tous. Vous avez vu au Bénin? Vous avez vu au Bénin les casernes que Talon a conçues pour les militaires? C'est comme des cités. Vous avez vu les casernes au Ghana? Vous avez la résidence, les cités des militaires au Ghana? Vous avez vu au Bénin les casernes que Talon a conçues à Lada? Vous avez vu ça? On ne dirait même pas que c'est pour les militaires. Vous vivez encore dans les porcheries. Vous vivez dans les porcheries. Vous êtes dans les porcheries. Le camp hérité qui est là-bas, c'était la résidence du chef d'état-major de l'armée. À l'époque, c'était un camp, mais c'était déjà la résidence du chef d'état-major. C'est devenu une propriété des Niassibé. Ils ont tout dans ce camp. Ils ont les fétiches, ils ont un zoo, ils ont les champs, ils ont des sociétés que personne ne contrôle. Le camp hérité est devenu leur propriété privée. Je me demande s'ils n'ont même pas changé le titre foncier de ce site en leur nom. Et pourtant, c'est un domaine public. Le camp hérité est un domaine public. C'était la résidence de chef d'état-major de l'armée. C'est la raison pour laquelle, comme Eyadem est devenu chef d'état-major à la fin des années 1965, il a commencé par habiter là-bas. Eyadem a commencé par y habiter parce qu'il était chef d'état-major. C'était la résidence du chef d'état-major de l'armée. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la résidence du chef d'état-major, la résidence de fonction. Quand vous êtes chef d'état-major, c'est là-bas qu'on vous loge. Chef d'état-major général, chef d'état-major de l'armée de terre, chef d'état-major de l'armée de l'air, c'est là-bas que vous avez vos résidences officielles. C'est à l'intérieur du camp hérité. Donc, Eyadem a été chef d'état-major déjà dans les années 65-66. Donc, il habitait dans son logement de fonction qui était au camp hérité. Et il a transformé ça en une résidence privée. Et c'est devenu une porcherie. C'est devenu un îlot de saleté au cœur de la ville de Lomé. Ce camp hérité, il faut le bannir et récupérer tous ces terrains-là et développer cette ville-là, changer le visage de cette ville-là. C'est devenu une bidonville à ciel ouvert, des saletés. Vous avez même des chambres là-bas qui n'ont pas de fenêtres, mais vous vivez dedans. Vous avez des porcheries. C'est pas possible. Donc, vous les militaires, vous avez plus à gagner dans ce changement au Togo que de continuer par soutenir quelqu'un qui ne s'occupe même pas de vos conditions. On n'a rien à foutre de vous. À la limite, il donne un peu d'argent aux militaires de la garde présidentielle qui sont les gardiens immédiats du temple. Vous, les autres unités, ils s'en foutent de vous. Donc, moi, j'ai voulu ce soir faire ce live. Je ne voulais pas faire plus d'une heure. Je pense que j'ai été un peu long. J'ai voulu ce soir faire ce live et partager ces analyses, ces préoccupations avec vous et rappeler aux uns aux autres que c'est seule la pression et la pression permanente qui va mettre en difficulté le dictateur. C'est la pression et la
Vous voyez, quand un barrage veut rompre, j'utilise les symboles pour vous décrire comment parfois des systèmes comme ça tombent. Vous voyez, quand un barrage veut rompre, une pression, des petites fissures, des fissures, des fissures. Et puis après, la pression, la forte pression de l'eau finit par exploser le barrage et l'eau s'en va. Et donc, ce sont ces fissures-là qui apparaissent aujourd'hui dans le régime. Et ça ne date pas de maintenant. Ça ne date pas de maintenant. Et le fait qu'on ait arrêté les gens comme les Katanga, ce sont déjà des fissures du système. Le fait qu'on ait tué des gens comme Madjouba, c'était des fissures du système. Le fait donc, il a remercié beaucoup de il a humilié beaucoup de gens, donc ennemis de l'intérieur que de l'extérieur, même dans sa propre famille. Donc, ce sont ces fissures-là qui apparaissent petit à petit et qui, à la longue, vont finir par exploser le système. Et donc, ce qui nous importe, nous, c'est de continuer par sensibiliser, par encourager les initiatives. Donc, que chacun essaye de faire sa part. Chaque jour qu'on se lève, il y a ce qu'on fait publiquement et il y a ce qu'on ne fait pas publiquement. Il y a ce qu'on dit ici, il y a ce qu'on fait qu'on ne dit pas. Donc, il faut que chacun essaye de faire sa part pour que, au bout d'un moment, ce système s'effondre de lui-même. Après, tous ceux qui, je sais pas, tous ceux qui veulent prendre part au débat politique, qui veulent devenir, temps de manifester son ambition. Aujourd'hui, ce qu'il faut saluer, c'est qu'il y a une fissure dans le front venant du Nord. C'est le plus important. Vous n'avez aucune idée de l'impact de ce que Mme Nyakadé fait aujourd'hui. Vous n'avez aucune idée de l'impact, les problèmes que ça crée, même dans les communautés au nord là-bas, à Kara là-bas, dans les cantons. Parce que dans cette zone-là, les familles sont très entremêlées. Les familles sont entremêlées. Il y a des officiers, il y a beaucoup de gens. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe aujourd'hui. Des gens qui sont mis sous surveillance, la tension qu'il y a aujourd'hui et qui n'apparaît pas en public. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Donc, il faut encourager ces fissures-là et que ces fissures viennent en appoint à ce que le peuple fait depuis des années. Que ces fissures viennent en appoint à ce que les gens faisaient depuis des années. Massina, il est à la touche, il est là, il se promène, voilà. Voilà que moi j'ai partagé avec toi. Et donc je vais vous libérer. Peut-être demain c'est mercredi ou jeudi, je ferai encore un live, toujours des lives de motivation, des lives pour encourager les Togolais, pour interpeller un certain nombre de secteurs à rentrer dans la danse. Je dis merci aux syndicats qui se réveillent. On dit merci, c'est pas à tous ceux qui sont en train de faire faire une prise de conscience dans ce pays-là, au milieu judiciaire, aux avocats, tous ceux qu'on interpelle qui sont en train de réagir, les médecins peut-être bientôt parce que l'état des hôpitaux est catastrophique. Il faut que tous ces gens-là se réveillent et que à l'unisson, ensemble, nous essayons de stopper, de dire à Faure Gnassingbé, il a servi le Togo pendant plus de 20 ans, on le remercie, il peut aller se reposer et laisser la main à d'autres personnes. C'est tout ce qu'on peut lui demander. On ne va pas lui demander. Et moi, je suis convaincu que la situation est en train de lui échapper. Il croit qu'il tient encore les câbles,
mais je reste convaincu qu'il ne tient pas grand-chose. Nonobstant ce qui va se passer le 30, qu'il y ait du monde dans la rue, qu'il n'y ait pas du monde dans la rue, toujours est-il que le manifeste de différentes manières. Donc, il doit savoir qu'aujourd'hui, il n'a plus de soutien dans ce pays-là. Il n'a plus de socle. C'est les quelques individus à qui on donne de l'argent, qui racontent des histoires sur les réseaux sociaux, c'est eux qui existent pour lui. Mais dans la réalité, dans le Togo profond, il n'a plus le soutien du peuple togolais. Donc, que des gens sortent massivement le 30 ou que les gens ne sortent pas massivement, ça ne veut rien dire. Le plus important, c'est qu'il y a une colère dans le pays, il y a une colère qui est diffuse dans le pays, il y a une lame de fond qui traverse le pays, va être fatale pour lui et pour tout son clan. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, nous sommes à une période de notre histoire où chacun doit comprendre les enjeux et jouer sa partition. Vous savez, les peuples ont de la mémoire. Hein? Les peuples ont toujours de la mémoire. Quand le peuple, je ne parle pas de la foule, je parle du peuple. Le peuple est différent de la foule. Quand le peuple est dans une dynamique de lutte ou dans une dynamique de préserve, tous ceux qui sont dans la même dynamique. Le peuple regarde, il observe, il comprend, il analyse. Le peuple regarde, observe. Et comme le peuple n'a pas une mémoire défaillante, tôt ou tard, il sanctionne ceux qui ne rentrent pas dans la dynamique. Tôt ou tard, il se venge de ceux qui, à un moment donné, ne sont pas rentrés dans la dynamique. Quand je dis ça, je ne dis plus rien. Interpellé que le M66 doit faire un live, qui a aussi d'autres lives. Ok, je vous laisse aller là-bas. Je n'ai pas voulu faire plus d'une heure. Oui, il y a la pétition de Marthe Faré qui est sur sa page, qui est sur ma page aussi. C'est une initiative qu'il faut saluer. Allez signer cette pétition. On doit être nombreux à la signer. Moi, je l'ai déjà signée. J'ai invité les gens à la signer. Et cette pétition prend fin le 19 septembre et elle sera transmise à Canadiens au Parlement. Il y a des actions qui seront menées dans les jours qui viennent à New York. Peut-être à New York, il y a des initiatives qui sont en train d'être prises parce qu'il y a l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre. Il y a des initiatives. On verra bien, on verra. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a plein de choses qui se préparent. De toutes les façons, on est sur tous les fronts, hein, le front judiciaire, le front diplomatique, sur tous les fronts, on travaille. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Le front de la dénonciation, et je pense que c'est tous ces efforts réunis qui vont nous permettre de mettre en difficulté le régime de Faure Gnassingbé. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée et voilà, et à bientôt. Merci à tous les 5300 personnes qui étaient connectées. Ça va être désormais notre TikTok sur lequel on fera le live. Voilà, et les deux pages précédentes ont été bannies, signalées, attaquées, bannies par les gens du régime ou peut-être d'autres personnes, on ne sait rien. Donc TikTok nous a autorisé maintenant à faire le live. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce test d'une heure et je vous souhaite une très très bonne soirée. Que chacun reste mobilisé, que chacun soit le bon samaritain qui sensibilise son prochain, son voisin, ses amis, la jeunesse, que nous soyons des gens qui essaient de réveiller les Togolais en leur disant nous méritons un Togo mieux que celui que nous avons aujourd'hui, nous méritons un Togo meilleur que celui que nous avons aujourd'hui et notre objectif c'est de changer notre pays. Voilà, donc